Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur Polynésie la première. Voici les titres de votre journal. 24 heures après le sinistre qui s'est déroulé hier dans le quartier Apahéré où 30 personnes ont tout perdu, plein phare ce soir sur la solidarité qui s'organise pour venir en aide aux 4 familles. Et la résorption des habitats insalubres reste un défi pour les communes, notamment à Papeete, où des projets de relogement sont prévus pour les résidents de Mam en Ivy. C'est le dossier de ce journal. Afaone, il était la 6e victime de chasse sous-marine depuis le début de l'année. Une victime de trop, rappelle dans cette édition des règles de sécurité qui encadrent ce sport dangereux. Et puis les entreprises de la zone portuaire vont bénéficier de 480 millions de francs d'exonération de charges. Pourquoi cette aide est-elle vitale pour ces sociétés? Vous allez le voir dans un instant. Enfin, pour terminer, 7 ans après l'incendie qui a détruit l'école de Takarwa, découvrez dans ce journal le nouvel établissement en construction. Il servira aussi d'abri cyclonique en temps voulu. Comme nous vous l'annoncions hier, 4 familles du quartier Apahéré Mam ont tout perdu dans l'incendie qui a ravagé leur maison. Au total, une trentaine d'hommes, de femmes et d'enfants qui ont dû être relogés in extremis dans des demeures paroissiales. Ina Surve Ino et Patrick Tsinsing sont allés à leur rencontre 24 heures après le sinistre. Le geste est machinal. Malgré cela, Rava est consciente qu'elle n'est plus à la maison. 24 heures après le drame qui a emporté son foyer, cette mère de famille fait le bilan de sa première nuit au centre d'accueil de Vaitavataba. On n'a pas bien dormi, mais bon, on a fait avec, on était fatigués quand même de toute la journée. Et puis là, on s'est réveillé tôt ce matin pour toute la famille qui allait venir nous voir, quoi. Autre consolation pour les familles touchées par cet incendie, le mouvement de solidarité qui s'est mis en place via les réseaux sociaux. Dans les heures qui ont suivi l'accident hier, les dons ont commencé à affluer et le rythme ne faiblit pas. Enfin là, on est en train de séparer. Là, c'est pour ma petite sœur. Après, on va voir ce qui va aller. Vêtements pour femmes, pour hommes, voilà. Alors, on a tout ce qui est pour l'hygiène, les shampoings, brosse à dents et tout. Après un petit déjeuner sur le pouce, cette famille part pour une journée marathon entre rencontres avec les services sociaux et réunions au centre Tamatini. Pour les vêtements, il n'y a plus de vêtements de petite taille. Ils ont besoin de vêtements de grande taille à partir de la taille 38. À Tamatini d'ailleurs, ça ne chôme pas. Situé à une centaine de mètres du lieu de l'incendie, c'est ici qu'une autre famille touchée a été relogée. Ce bénévole qui souhaite garder l'anonymat gère le flux de dons qui arrivent de tous les côtés. Les dons sont déposés par les familles suite à un appel à la solidarité qui a été diffusé sur Facebook. Ils sont réceptionnés ici à l'école, à la maison de quartier de Tamatini qui est gérée par Juliette. Et de là, tout est trié puis redispatché sur les familles dans le besoin. Retour sur les lieux de l'incendie. Si les propriétaires de la maison qui n'a été que partiellement touchée a déjà commencé à la retaper, pour les 2 autres, ce sera plus compliqué car l'heure est désormais au constat et quant à savoir si leurs foyers seront reconstruits, rien n'est moins sûr. Et pour éviter justement les incendies de ce genre en zone urbaine, la lutte contre l'habitat insalubre est une priorité pour les pouvoirs publics. Mais dans certains quartiers, ce n'est pas simple entre l'indivision et la précarité sociale. À Papeete, par exemple, des projets sont en cours pour aider au relogement de certaines familles de Maman Ivy. C'est un dossier signé Stéphane Ratino et Patita Savia. Sous le feutre du directeur de la mairie de Papeete, le plan de la ville, les quartiers à l'habitat précaire sont formellement identifiés. Histoire de trajectoire humaine où se mêle souvent l'indivision aux réalités économiques parfois précaires. On construit, surconstruit en fonction des nouvelles générations. Le foncier est une denrée rare en ville. Les rues sont étroites au rebours des règles actuelles. Corollaire, la question de l'intervention des secours. On constate qu'on est dans des quartiers déshérités, dans des constructions que l'on peut qualifier comme étant très légères, dans un environnement, en fin de compte, qui n'est que très peu entretenu. Effectivement, on peut constater des dépôts de matériaux divers et variés qui ne favorisent pas, effectivement, les règles de sécurité. Une réalité, ces quartiers sont une richesse humaine souvent créative pour la ville. Un plan d'action est en cours dans le secteur de Mamao. Une partie a déjà été réalisée. En ce moment, le partenariat ville-pays fonctionne dans le secteur de l'ancien hôpital. Le foncier est propriété publique. Au moins 70 familles devraient y être relogées et l'habitat précaire est détruit. Cette reconquête est un but qui demande du temps. On s'attaque au quartier de Mam en Vallon.
ce quartier-ci. Alors c'est du foncier qui est maîtrisé par la commune, c'est un peu plus facile. Et on a le pays avec qui on a travaillé, avec qui on est en partenariat, et serait disposé à affecter à cette opération de résorption une partie du foncier situé à l'arrière de l'ancien hôpital. La problématique de la sécurité incendie concerne toute la zone urbaine. De l'avis du service de l'urbanisme du pays, une culture du risque s'est installée parmi les décideurs. Pour être efficace, elle doit aussi compter avec des comportements civiques. Le travail avec la population est indispensable. Il y a aussi, il faut le dire, nécessité qu'il y ait un civisme de la part de la population de ne pas embouteiller ses servitudes avec des voitures qui sont garées sur les côtés et qui empêchent le transit des véhicules incendies, mais également les camions poubelles. Donc il y a une éducation à parfaire. Il y a une information, une sensibilisation des populations à la notion de risque. Contre l'incendie en zone urbaine, le combat est lancé. Il va du geste quotidien au plan d'avenir. Retour maintenant sur l'accident d'hier qui a causé la mort d'un jeune pêcheur de 32 ans à Faoné, le 6e accident mortel de chasse sous-marine depuis le début de l'année. Zoom sur la pratique d'un sport dangereux dont il ne faut pas minimiser les risques. Aujourd'hui, les réseaux sociaux incitent les jeunes à l'imprudence et pourtant, les règles de sécurité existent bien. Caroline Fari, Uberlia. La chasse sous-marine, un rêve qui peut vite tourner au cauchemar. Champion de Polynésie 2 fois sélectionné pour les championnats du monde, Nehemia en sait quelque chose. Un accident à 20 mètres de profondeur l'a rendu sourd à l'âge de 18 ans. À force de plonger, je décompresse. J'ai eu après les oreilles à l'intérieur qui est abîmé. Parce que je n'ai pas suivi les conseils de chasseurs, comme moi je dis aux jeunes aujourd'hui. Membre de la fédération, Nehemia suit aujourd'hui les consignes minimales. Une apnée sécurisée s'effectue toujours à 2 et mieux vaut écouter son corps avant de plonger. Avant d'aller faire la pêche, il faut bien réfléchir si tu as la forme dans toi. Si tu n'as pas la forme, il ne faut pas descendre à des profondeurs exagérées. Parce que le fond marin, il ne nous appartient pas. C'est aux poissons. On ne va jamais chasser seul, toujours avec quelqu'un. On écoute son corps, ses capacités, on ne force jamais. On discute avec son binôme. Quand on chasse à 2, on est l'un à côté de l'autre. Ce n'est pas un qui pêche à un endroit et le deuxième 100 mètres plus loin. Côté matériel, la bouée de signalisation est indispensable pour être vue des autres. Il faut aussi éviter un lestage trop important, mais aujourd'hui, les réseaux sociaux provoquent un phénomène de compétition dangereux. On a tendance à avoir le no-no, donc aller chercher le plus gros poisson, le plus profond possible, et ça c'est une erreur. Le meilleur poisson que l'on puisse avoir, c'est celui qu'on va partager avec sa famille en rentrant. Dans les Facebook, il y en a beaucoup maintenant qui vont... Il a attrapé un gros perroquet. Je vais faire pareil aussi comme ça, sans réfléchir aux formations. La Fédération de chasse sous-marine propose des formations aux gestes de premier secours et rappelle qu'un poisson ne vaut pas une vie. Vous l'avez compris, ne partez jamais seul lors d'une partie de chasse sous-marine. Au chapitre judiciaire maintenant, alors qu'Oscar Temaru entamait son 2e jour de grève de la faim, soutenu par ses militants pour contester la saisie de 11 millions de francs vendredi sur son compte personnel, une somme qui a servi à payer ses frais d'avocat dans l'affaire Radio Tefana, vous le savez. La saisie avait été ordonnée par le procureur de la République Hervé Leroy. Eh bien, le juge des libertés a validé en fin d'après-midi cette saisie pénale ordonnée par le parquet de Papeete. Le maire de Fa'a ne compte pas s'arrêter là. Il annonce le dépôt d'une plainte contre le procureur Hervé Leroy. Il est au micro d'Ismaël Tahiata et Hiro Terurotua. C'est de l'acharnement, c'est un règlement de compte, c'est du harcèlement, c'est pas possible. Il y a une violation des droits. Nous avons aussi la défense des droits qu'il faut respecter. Et là, un jour peut-être, je sais pas, vous aurez une copie de ce document. Nous avons rappelé tout ça, les violations de ces droits. Et nous allons adresser également une copie de cette plainte à Bernard Toubon, Jacques Toubon, qui est président de la défense des droits. Et sachez que le Tavana de Fa'a, Oscar Temaru, a 10 jours pour faire appel.
À Bora maintenant, les négociations autour de la fermeture du méridien pour cause de travaux se poursuivent entre les représentants du personnel et la direction de l'hôtel. À l'issue de plusieurs rencontres, le plan social a été adopté par les deux parties. Deux options seront proposées à chaque employé, à savoir d'une part la suspension du contrat avec une prime de départ, ou alors il peut aussi choisir de percevoir une indemnisation de 20 000 francs durant les 18 mois de rénovation et de retrouver son poste dès la réouverture. Écoutez plutôt Gwen Tawarwa, syndicaliste CSIP, au micro de Rosanna Maihuta. Elle nous propose à la réouverture de repostuler, du coup, chose bien aussi, mais qui ne nous garantit pas vraiment qu'on sera prise. Et donc c'est à nous de faire le nécessaire pour postuler à la réouverture de l'hôtel. Et de son côté, l'Intercontinental Tahiti annonce la réouverture de son hôtel FAA le 1er juillet. La direction indique qu'elle rouvrira ses portes avec des mesures sanitaires renforcées conformément aux recommandations de l'OMS. Quant à l'Intercontinental de Moorea, une vente flash du mobilier se tiendra du mardi 16 au 20 juin de 8h à 15h30. Ce coup de pouce à présent du gouvernement aux entreprises situées dans la zone portuaire, 480 millions de francs pacifiques, c'est le montant de l'aide consentie par le pays via le port autonome pour soutenir 200 sociétés. Une aide vitale sous forme d'exonération de loyer, d'amarrage ou encore de redevances étalée sur 2 à 6 mois. Les explications de Nicolas Suir et Hiro Terurutua. Participer à la survie des entreprises situées dans l'enceinte portuaire, c'est la volonté du port autonome avec l'aval du gouvernement. Il débloque 480 millions de francs sous forme d'exonération. Les sociétés n'auront pas à payer de loyer, de frais de stationnement, d'amarrage, de remorquage et de gardiennage, entre autres. Toutes ces mesures sont valables entre 2 et 6 mois en fonction de l'impact de la crise. Si on prend le cas, par exemple, de la Ranui, qui a 60% de son budget et du côté touristique. Or, ce que nous voyons aujourd'hui, l'impact est considérable et c'est presque la faillite, je dirais, de la Ranui et d'autres qui sont toujours en activité à 2 mois. Par exemple, pour tout ce qui est les cargos qui continuellement arrivent dans nos zones. Une aide directe et systématique aux 200 entreprises de la zone. Elle est rétroactive depuis le 21 mars, début du confinement. Un soulagement pour les sociétés et un manque à gagner pour le port autonome. Heureusement, 2019 ayant été une très bonne année financière, le budget du port autonome reste bénéficiaire. Le président et la direction du port ont estimé que dans une conjoncture pareille, il était d'intérêt du port de soutenir ces entreprises qui pourraient avoir des difficultés. Et une entreprise qui a des difficultés au port a forcément des répercussions sur les recettes du port. Ces exonérations permettront de ne pas dégrader plus encore l'état de trésorerie des entreprises. Et elles lutteront également contre l'augmentation du coût de la vie. Et pendant que certaines entreprises bénéficient d'exonérations marquises, la période est morose pour les professionnels du tourisme. À Nukuhiva notamment, l'unique hôtel de l'île, le Keika Hanui Pearl Lodge, n'est pas en mesure d'ouvrir. La direction prévoit éventuellement de recevoir la clientèle locale seulement en fin de semaine à partir de vendredi. Même difficulté pour les pensions de famille qui ont fait appel aux aides du pays. La reprise se fait progressivement avec les nouvelles mesures sanitaires, comme nous l'expliquent les propriétaires de pensions au micro de Marie Curva. La semaine prochaine, on a quand même un taux de remplissage de 60%, donc la majorité, c'est des représentants et des missionnaires de Tahiti qui viennent pour le travail, et quand même un peu de touristes de Tahiti qui viennent en vacances ici au matin. Nous avons reçu un guide du GIE Tahiti Tourisme à propos des mesures barrières à mettre en place pour chaque professionnel. Donc nous, avec Alban, on a décidé d'accueillir qu'un seul groupe de personnes, c'est-à-dire si c'est un couple qui sera à la pension pendant toute la durée du séjour. Si c'est une famille qui sera à la pension pendant toute la durée du séjour. Et si c'est un groupe de personnes, c'est un groupe de personnes qui se connaissent entre eux.
Voilà une activité qui reprend tout doucement, vous venez de le voir, comme à Ouapo aussi, où les artisans de l'île ne baissent pas les bras, comme vous pouvez le voir à Hakaha, où l'association des Tuhuka Ouapo a organisé une journée de vente, un marché aux puces et une vente de plats traditionnels, des objets confectionnés durant la période du confinement, à défaut de touristes et privés de leur exposition annuelle sur Tahiti. C'est donc la clientèle locale qui est privilégiée. Des images signées Lionel Tehamwana. Tandis qu'à Ayatea, la priorité est donnée à la formation des guides qui serviront aux touristes résidents. En attendant le retour des visiteurs étrangers, une remise à niveau pour certains stagiaires. Ils viennent de Ayatea, Taha, Tahiti, mais aussi de Rikitea. Pendant 3 jours, ils replongent dans l'histoire ancienne de l'île sacrée, en passant par la période européenne et toutes les anecdotes qui font la richesse des îles sous le vent. 2 touristes locaux leur ont servi de cobayes. On les écoute au micro de Julien Lescaut. C'était bien organisé, elle nous a emmenés à chaque fois, à chaque révélation d'un indice nous permettait d'arriver sur un autre lieu. Donc c'était bien organisé et bien réfléchi avec en tout cas moi, des informations sur la ville que je ne connaissais pas. Donc j'ai appris des choses. Ce que j'aime bien, c'est les énigmes, c'est pas répétitif. Voilà. Enfin, au niveau le premier, on a eu un rébut, le deuxième, c'est plus une question-réponse par rapport à la légende qu'elle est racontée, et le troisième, c'est compléter un texte à trous. Et avant d'en venir à notre reportage sur Takaroa, ce clin d'œil à une Fidjienne méritante, Anna Tuikete, elle est la première avocate du Pacifique à entrer à la Cour pénale internationale de La Haye, une première dans l'histoire de cette juridiction. Et comme promis, on termine ce journal avec un chantier ô combien important pour les habitants de l'atoll de Takaroa après l'incendie qui a ravagé en 2012 l'école de l'île. Un nouveau bâtiment est en train de voir le jour, estimé à plus de 200 millions de francs pacifiques. L'établissement servira aussi d'abri cyclonique. Le reportage sur place de Punuatuti. À Takaroa, près du village, un nouveau chantier se met en place. Il s'agit de la construction de l'abri cyclonique, bâti il y a maintenant 1 an. Cette structure communale financée par le FIP et la commune de Takaroa, dont le montant est à plus de 200 millions, servira de refuge lors d'une catastrophe naturelle. Comme les abris, l'école est autre gros bâtiment. Et dans 2 jours, ça va faire 1 an qu'on est là. C'est la première phase de la construction. En 2012, un incendie a détruit l'école de Takaroa, privant la centaine d'élèves de leur principal outil d'apprentissage. Mais maintenant, tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Une nouvelle école est en cours de construction. La 2e phase du projet devrait voir le jour pour la rentrée scolaire 2022. Comme vous le voyez derrière, oui, on arrive presque à la phase finale. Dans les délais, dans les temps qu'on nous a donnés, on va arriver. Je pense que nous allons respecter les délais. Il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, nous avons eu un peu de retard à cause de la pluie et à cause du confinement. Mais bon, nous avons réduit les effectifs, mais nous continuons notre activité. Mais je pense que c'est en bonne voie et nous allons terminer dans les temps. Une construction qui prend sa place petit à petit au sein de la communauté, un chantier qui fait le bonheur de la population. Elle est agréable, cette maison, surtout durant les périodes de mauvais temps en faveur des enfants. Ils déjeunent tous dans cet établissement. La cantine, l'abri cyclonique et l'école, des structures qui viendront assurer une sécurité totale pour les 700 habitants de Takaroa. La fin des chantiers est programmée des bâtiments pour janvier 2022. Et en attendant la fin des ouvrages, les enfants sont accueillis dans un bâtiment provisoire. Et c'est ainsi que s'achève ce journal dont je vous rappelle l'information principale. 24 heures après l'incendie qui s'est déroulé hier matin dans le quartier Apahéré, où 30 personnes ont tout perdu. Une belle solidarité s'est organisée pour venir en aide aux 4 familles sinistrées. Les affaires sociales, mais aussi des dons venant des particuliers, leur ont apporté un peu de réconfort en cette période déjà très difficile. À la une de la Dépêche demain, le quotidien titre « La population démasquée ». Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité. Merci de nous rester fidèles. 5h30, vos infos radio, c'est avec Carlos Natua et Ibrahim Ahmedazi. Merci à toutes les équipes qui ont participé à la réalisation de ce journal. Très belle nuit sur la première. À demain.
notre journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.